que le contexte syndical est très compliqué pour pouvoir faire des très belles choses, j'avais des incontournables. Le moment où j'allais chercher ma fille, quand j'étais pas en déplacement, entre 17h jusqu'à 20h30 où j'allais la coucher, c'était un moment pour elle. Mais je pense que savoir bosser 70 heures par semaine, de temps en temps, sur certains projets, sur une certaine période, parce qu'il y a beaucoup à faire et beaucoup à apprendre, ça, il faut savoir le faire. Bienvenue sur All You Need to Lead, le podcast des professionnels qui veulent une carrière épanouissante. Je suis Jafar Tabi, coach, cadre dirigeant et j'invite des leaders inspirants qui nous partagent leurs expériences pour propulser votre carrière et être plus heureux au travail. Ma deuxième invitée est Karine Vinardi. Karine est vice-présidente exécutive et gère plusieurs milliards d'euros. Elle est humaine, courageuse et a une expérience incroyablement riche. Elle vous partage ses clés pour une carrière épanouissante. Nous discuterons aussi relations sociales, internationales et employabilité. Elle finira par ses plus précieux conseils pour les jeunes et les plus expérimentés. Bonne écoute. Karine, merci beaucoup pour ton temps. J'apprécie vraiment ton parcours qui est particulièrement inspirant, qui est aussi très original parce que pour le coup, tu as navigué parmi différentes industries. Aujourd'hui, tu es Executive Vice President Opération et Recherche et Développement chez Target, mais tu as une vie très riche. Tu as un doctorat que tu as passé tardivement ou relativement tardivement par rapport à peut-être ce qui se fait d'habitude. Tu as écrit des livres, tu es dans le board d'au moins une société. Si ça te va, j'aimerais bien creuser avec toi ton parcours, tes réussites, tes conseils aussi, dans le but d'aider celles et ceux qui sont en début ou en cours de carrière et qui voudraient être inspirés, peut-être aussi s'ouvrir un peu les chakras sur les possibilités. Est-ce qu'on pourrait commencer peut-être par une brève présentation, qui tu es en quelques mots ? Avec plaisir. Merci à toi. Merci de ta confiance et écoute, avec grand plaisir pour partager avec nos auditeurs. Donc, qui je suis? Je suis Karine Vinardi, je suis française. Ça fait 27 ans que je travaille. J'ai une carrière qui est une alternance entre de l'opérationnel et du fonctionnel. AC4-4, je pense que je suis une industrielle AC4-4. 4-4 au sens différents produits, différentes industries, différents types de production, différents types de façon de livrer le client. Une composante commune, c'est que je suis habituée au terrain difficile, si on revient sur le 4-4. En général, on est rarement venu me chercher quand tout allait bien. Voilà, c'est un petit peu ce qui me caractérise au milieu de ma carrière, mais industriel, international, 4-4, terrain difficile, je pense que ça résume bien. Et puis au niveau de ma vie personnelle, je suis aussi mariée à un dirigeant et une maman d'une jeune fille qui va avoir 18 ans cette année. Voilà. Wow, excellent. Donc bientôt les études supérieures peut-être ? Bientôt tout seul à la maison de nouveau. Ouf, ça va être un changement. Super. Quand on regarde si on devait tracer une courbe, souvent on a une courbe qui est non linéaire avec des fois des points d'inflexion, des choses qui sont des jalons marquants. Ça peut être des rencontres, ça peut être des incidents, des opportunités. Qu'est-ce qui, si on devait prendre quelques-uns des points de ta carrière, peut-être en partant du plus jeune, est-ce que tu as quelques jalons importants qui t'ont façonné, qui t'ont permis de devenir la dirigeante que tu es aujourd'hui ? Alors, dans les jalons importants, pour moi, il y a déjà la première entreprise. Ma première entreprise, c'est Moninex. C'est un choix risqué parce qu'en fait, quand jeune ingénieur, j'étais en plus diplômée dans tout ce qui était transformation des matériaux plastiques. Autrement dit, à l'époque, j'avais le choix des entreprises. J'ai fait le choix d'une entreprise qui luttait pour sa survie. Et malheureusement, au bout de 3 ans, j'ai moi-même été amenée à annoncer, alors que j'avais même pas 30 ans, j'ai dû annoncer la fermeture de l'entreprise à mes salariés. Ça, c'est un moment clé. C'est un moment marquant parce que je me suis retrouvée pour la première fois de ma carrière, de ma vie professionnelle, dans une entreprise qui a fermé ses portes et personne ne croyait qu'on allait fermer Moninex. Donc, avec un côté un petit peu... on sait tous que la vie, ça peut s'arrêter du jour au lendemain, mais la vie professionnelle, quand la première expérience professionnelle, elle est comme ça, aussi forte, mais avec quelque chose qui est de l'ordre de l'humain de l'entreprise, c'est-à-dire malheureusement tout peut s'arrêter. Je pense que ça a remis en perspective des choses par rapport à ma vie professionnelle d'après.
en fait, rien n'est acquis, faut se battre jusqu'au bout. On s'est battu jusqu'au bout avec les salariés de Moulinex, ça leur a fait gagner quelques années. C'est pas parce que le contexte syndical est très compliqué qu'on peut pas faire des très belles choses. On a fait de la super productivité, on avait des usines chez Moulinex, franchement, qui n'avaient rien à envier aux usines de Valeo, parce que je benchmarkais à l'époque avec eux, et on parle des années 97. Donc, je pense que ça, c'était une expérience marquante. Après, il y en a eu d'autres, pour d'autres raisons, après, plus tard. PO, Plasticomium, qui s'appelle OP maintenant, donc PO, parce que j'ai fait un démarrage d'usine après Moulinex, donc j'ai vécu la fin et le début d'une entreprise, et un démarrage d'usine Greenfield dans l'automobile, en 2 ans, j'ai vécu ce qu'on apprend en 10 ans. C'est-à-dire recrutement, intégration de machines. Donc ça, une expérience extrêmement riche. La troisième que j'ai envie de citer rapidement, c'est peut-être Peugeot Citroën, PSA, parce qu'en fait, pour la deuxième fois de ma carrière, première fois chez PSA, mais je ne savais pas encore que j'allais le retrouver, j'ai eu des mentors. Et je pense que c'est important pour les gens qui nous écoutent. J'ai eu 2 mentors importants dans ma carrière. Le premier, celui que j'avais chez Moulinex, qui a été d'ailleurs mon patron chez De Dietrich, et Roland Bardaliga, qui était mon patron chez PSA, qui m'a donné ma chance et qui m'a permis d'atteindre des niveaux de poste qui, à l'époque, n'étaient pas envisageables pour une jeune femme qui n'avait pas 40 ans dans ce type d'entreprise. Voilà, 3 moments marquants, si j'en ai en tête, qui m'ont aidé et qui m'ont accompagné. On va peut-être creuser quelques-uns de ceux-là. Le premier, Moulinex, tu dis contexte social particulier. Quand on est manager, on peut être parfois confronté à des relations sociales qui peuvent être compliquées. Quels sont les conseils que tu pourrais donner à quelqu'un qui veut gérer des relations sociales de manière à peu près intelligente, apaisée si possible, mais parfois ça n'est pas le cas? Et quelle est la meilleure façon de faire ou les conseils que tu aurais à donner là-dessus? Quand j'ai démarré, moi, il n'y a personne qui m'a donné de conseils. Par contre, j'avais la chance d'avoir une bonne intuition. Mon premier poste, j'avais quelqu'un qui s'appelait Thierry Lepont, qui a été patron de la CGT après, qui était à 50 mètres de mon bureau. Ça m'a jamais fait peur, parce que j'avais pas peur, parce que je traitais les gens bien. J'ai respecté mes équipes, je manageais mes équipes comme j'aurais eu envie qu'on me manage. Ça, c'est le premier conseil. Les relations sociales, c'est souvent tendu quand on fait aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse, y compris dans le domaine de la productivité, tout un tas de choses. Moi, j'ai toujours managé en essayant de me mettre de l'autre côté de la barrière. Si j'étais opérateur, est-ce que j'aimerais qu'on me fasse ça? Et si j'étais technicien, est-ce que j'aimerais qu'on me dise ça? Et donc, du coup, j'ai managé, j'ai fait, par exemple, Moulinex, il y a une année, on a fait 27% de productivité de manœuvre. J'ai rarement fait, même dans l'automobile, des années à 27% de productivité manœuvre. Par contre, ergonomie, les gens, c'était petits oignons, c'est-à-dire que c'était pas un mythe de dire les conditions de travail doivent être meilleures après qu'avant. On travaille avec eux et c'est un engagement et ce sera comme ça. Et la deuxième chose qu'on avait fait, c'est quand on fait de la productivité, les gens, ils ont horreur de l'incertitude. Donc, s'ils comprennent qu'on va leur enlever leur poste, mais qu'on ne prépare pas avec eux le poste d'après, en fait, ils ne nous accompagnent pas. Donc, ce que j'ai fait à chaque fois chez Moulinex au début, et pareil, je l'ai fait intuitivement parce que j'ai appliqué qu'est-ce que j'aimerais qu'on fasse, je savais qu'on allait sortir un certain nombre de postes. J'ai travaillé avec les gens en leur disant, bon, je pense qu'on va enlever 3 ou 4 postes d'opérateurs. Est-ce qu'il y a des gens qui sont volontaires? Où est-ce qu'ils ont envie d'aller? Donc, j'ai travaillé en amont avec les patrons des autres services qui étaient possiblement récipiendaires des personnes en question. Ce qui fait que les gens, et on crée le besoin, les gens, en fait, au bout d'un moment, ils avaient envie de partir. Bon, quand est-ce que je bouge? Donc, ce qui fait qu'après, on est dans un contexte favorable de productivité. Et je pense que si on s'applique ces éléments-là, c'est-à-dire faire aux autres ce qu'on aimerait qu'on nous fasse, éviter l'incertitude et s'occuper des conditions de travail des gens pour que si on a à faire des choses du type de la grosse productivité, ça ne se passe pas au détriment des personnes. En règle générale, moi, en tout cas, ils ont trouvé, à l'époque, je n'ai pas dit que la situation sociale n'était pas compliquée, mais il y a tellement de managers qui ne font pas ça que nos partenaires sociaux, ils ont d'autres personnes à aller, entre guillemets, fouetter
Et en fait, ils m'ont jamais cherché, entre guillemets, des poux dans la tête, parce que même les partenaires sociaux qui étaient dans mon atelier, et j'en avais, disaient à leurs collègues, écoute, elles nous traitent bien, donc on les embête pas. Et c'était pour autant des CGTistes purs et durs, assez costauds. Et peut-être qu'il y en a qui sont en retraite aujourd'hui, qui regarderont ces YouTube et qui, j'espère qu'ils seront fiers de moi, parce que je pense que j'ai au moins laissé ce souvenir-là d'une jeune femme déterminée, mais respectueuse. Et je pense que c'est ça le meilleur conseil que j'aimerais donner aux jeunes et aux moins jeunes aujourd'hui. Mais je le répète à chaque fois dans les entreprises où je suis allée, c'est pas une fatalité d'avoir des partenaires sociaux. Par contre, ce qui fait que ça se passe pas bien, c'est de se moquer d'eux et le manque de respect. Ouais. Ça se passe pas bien quand ça se passe comme ça. Petite pause, si vous aimez ce podcast, aidez-moi en mettant une note 5 étoiles ou un pouce vers le haut. Merci. J'ai une expérience un peu similaire aussi, où je suis convaincu, comme tu l'as fait, que le respect d'autrui, le fait de se dire je vais traiter les autres comme j'aimerais qu'ils me traitent, la communication, la transparence. Tu as beaucoup parlé de leur donner de la visibilité. J'imagine qu'en même temps que tu l'as fait pour les opérateurs, tu l'as aussi fait peut-être avec les partenaires sociaux. Je ne sais pas si tu avais des réunions régulières pour justement apporter un peu de visibilité, tes souhaits. C'est ça en fait, quand on faisait... quand on faisait des opérations de productivité assez lourdes, en prenant le cas de Moulinex, systématiquement, on tenait au courant les partenaires sociaux. À l'époque, ça s'appelait le CHSCT, enfin toutes les instances CE, CHSCT. On les tenait au courant, mais ils étaient entre guillemets tenus au courant par les salariés directement. C'est-à-dire qu'il y avait le canot officiel et le canot officieux. Canot officiel, c'était évidemment l'organisation classique qu'on retrouve, quels que soient les pays. En France, ça s'appelle CE, CHSCT, mais qu'on retrouve en Allemagne ou ailleurs. Par contre, les salariés parlaient d'eux-mêmes. Et ça, c'est aussi important. Parce qu'il y a des syndicats dans tous les pays, les États-Unis, qui sont plus ou moins actifs. Mais les meilleurs porte-parole, c'est les gens qui sont concernés. Donc, cette première expérience, mine de rien, tu sors, tu es jeune ingé et tu dois manager des gens. Donc, Ouais. Quel a été l'impact de cette première expérience managériale sur le reste de ta carrière en termes d'apprentissage et peut-être d'ouverture ou pas? Est-ce que si tu devais le refaire, tu referais un poste de management directement ou pas? Ah ouais. Enfin, moi, en tout cas, je le refaisais parce que j'avais fini un stage en R&D avant de prendre. Il se trouve que j'ai fini un stage en R&D et que j'ai pas pu être embauchée. Donc, en fait, je me suis retrouvée à chercher un poste. Et ce que j'avais gardé du stage que j'avais fait, c'est j'avais envie de manager. Et en fait, alors. Moi, j'aime les gens. Je pense que naturellement, j'aime les gens. Ouais, en fait, la production, très souvent, les jeunes ingénieurs, ça les attire moins. Alors, parce que il y a beaucoup d'imprévus, c'est plus difficile, c'est plus compliqué. Et en fait, naturellement, les ingénieurs vont chercher, ouais, c'est pas des horaires, ça peut être posté. Moi, j'ai démarré pendant 3-4 mois, j'étais en horaire posté. Donc ça attire moins. Au demeurant, je pense que pour apprendre quand on est ingénieur, et particulièrement un ingénieur industriel, j'ai vu la différence parce que dans ma carrière, j'ai croisé pas mal de gens qui, comme moi, ont atteint des postes des COMEX. Tous ceux qui avaient démarré, qui avaient été en production, il y avait une vraie différence. On sait ce que c'est que les postes, on sait ce que c'est que de travailler avec des gens, des opérateurs sur le terrain. Donc, manager des gens, ça m'a donné l'envie, ça a confirmé mon envie. Et en même temps, le dernier truc que je voulais préciser, c'est que quand on commence à manager des gens comme des opérateurs, mes premières équipes, c'était des opérateurs, des techniciens, ça oblige à être extrêmement pragmatique, pas compliqué dans la communication. Les gens qu'on a en face de nous, c'est des gens qui ont des intelligences. J'ai toujours fait la part des choses entre la culture et l'intelligence. On a des gens qui, en face de nous, n'ont peut-être pas le background, qui n'ont pas notre background académique, qui n'ont pas été à l'école pour certains, ou peu, suivant entre opérateurs et techniciens. Mais on a des gens qui sont intelligents. Par contre, il ne faut pas leur parler une langue qu'ils ne connaissent pas. Donc, le langage doit être simple. Et puis, c'est des gens qui, tous les jours, font la même chose. Donc, les discours, par exemple, autant je suis une adepte du lean, autant je n'allais pas faire des grandes théories à mes opérateurs quand j'étais superviseur. Donc,
Je pense que ça apprend aussi, cette expérience-là et ce type d'expérience, ça apprend aussi à adapter la communication aux interlocuteurs qu'on a en face de soi, ce qui est nécessaire toute la vie professionnelle, je pense. D'accord. Donc cette première expérience, en gros, tu en es contente. Tu as choisi un chemin qui était peut-être pas celui que d'autres ingénieurs auraient choisi, mais qui t'a permis d'apprendre rapidement au contact des humains et ça t'a développé, j'imagine, beaucoup de compétences qui sont extrêmement utiles là, en tant que manager. Un peu plus tard, donc tu arrives, on est maintenant chez PSA et tu dis Roland Vardelega, que je ne connais pas, mais Roland Vardelega, ouais. oui, il te fait confiance et il te met à des postes plus seniors. Tu veux m'en dire un peu plus sur notamment les challenges, parce que ce qui est vraiment, je trouve, utile, c'est de se dire, à un moment donné, tu es à un certain niveau de ta carrière et tu ne sais pas quels sont les leviers à activer. Quels ont été pour toi peut-être les 2-3 verrous que tu as dû déverrouiller justement pour passer au-dessus, notamment, tu disais, jeune femme, moins de 40 ans, à des postes peut-être plus seniors que d'autres n'auraient osé prendre. En fait, je pense que, alors, il y a plusieurs choses. La première, avoir des mentors. Alors, ça prend plusieurs. Mais je pense que dans sa vie professionnelle, aujourd'hui, je suis mentor, mais je continue à avoir mes anciens mentors. D'ailleurs, il n'y en a pas eu qu'un. Il y a Mark Zulevich quand j'étais chez PO. Moi, j'ai toujours eu un profond respect pour les gens qui étaient plus âgés, plus sages que moi. Je me suis toujours entourée aussi de leur présence. Voilà, pour apprendre. Je pense que c'est quelque chose qui, alors on adapte son mentor et son type de mentorship avec les années, mais je pense que c'est nécessaire d'avoir des gens. Alors aujourd'hui, il y a des gens qui ont tendance à organiser ça. Moi, j'ai toujours fait un peu de façon intuitive. J'attendais pas forcément quelque chose de mes mentors, mais au bout d'un moment, quand la relation est sincère, ben le donnant-donnant, il se fait des deux côtés. Donc c'est plutôt ça. Et Roland Varnadega, quand je suis arrivée chez PSA, il avait besoin de gens comme moi. J'avais été DG dans une ETI, je connaissais très bien, parce que j'avais été dans l'automobile et je connaissais très très bien la démarche Lean, excellence opérationnelle. Il avait besoin de gens comme moi qui cette seniorité et à la fois cette expérience, et on n'en trouve pas beaucoup sur le marché, enfin à l'époque encore plus. Et moi, je suis arrivée dans l'entreprise, j'ai accepté, on va dire, d'être un peu 4x4, d'être là où il y avait le besoin. Et en quelques mois, je lui ai donné envie de m'en donner plus. Deux messages, c'est que assez tôt dans la carrière, alors je dis pas que maintenant j'ai 51 ans, maintenant c'est pas pareil, je sais ce que je veux et quand je change et quand j'évolue dans une entreprise, je suis un peu claire, mais au début de la carrière, c'est aussi bien de temps en temps de pas. Je suis arrivée chez PSA, j'avais pas de fiche de poste, mais je savais qu'on avait besoin de moi. Et j'ai accepté d'aller où on avait besoin de moi pour leur montrer là où il fallait m'emmener après. Et c'est typiquement ce qu'a fait Roland Varnadega avec. C'est quelqu'un qui a été le numéro 2 et qui a été le CEO de PSA pendant un an, pendant que Christian Streff était entre Christian Streff, on va dire, et Philippe Varin. C'est quelqu'un qui m'a fait confiance, c'est quelqu'un qui est capable de miser sur les gens et ça m'a aussi donné envie de le faire. Je l'ai fait plusieurs fois dans ma carrière, c'est-à-dire de prendre des paris sur les gens. De temps en temps, il ne faut pas faire que sur on a coché toutes les cases, donc la personne vous fait confiance. Moi, à la limite, j'étais encore jeune. Roland Varnadega, il m'a mis en exposition. Par exemple, j'ai formé avec un de mes collègues le COMEX de PSA au Lean. Fallait quand même avoir confiance pour nous mettre tous les deux devant le COMEX. Pour autant, j'ai pas coché toutes les cases avant qu'il me fasse confiance. Vous voyez, donc de temps en temps, ce que ça m'a aussi apporté pour rebondir sur des choses un peu nouvelles, c'est faut aussi être capable de temps en temps de miser sur des personnes en qui on croit on a des succès et puis de temps en temps on se trompe, mais on a plus de succès qu'on se trompe en règle générale. D'accord, super, merci. Donc, les messages clés là, des mentors, il faut en avoir tout au long de sa carrière, même si la relation peut évoluer. Et puis faire confiance aussi. Et puis aussi la partie où peut-être quand on est jeune, il ne faut peut-être pas trop se formaliser et finalement faire ses preuves. Et puis les opportunités se présenteront peut-être ensuite. D'accord. Tu as un gros parcours international. Donc on a parlé un petit peu de l'industriel. International, tu as été à différents pays, tu as rencontré différentes cultures. C'est quoi quels sont les principaux apprentissages que tu as pu avoir au cours de ta carrière là-dessus?
Alors, le motto que je voudrais partager, c'est qu'il y a toujours quelque chose à apprendre des autres. Et par exemple, autant quand j'ai travaillé dans une entreprise américaine et au contact des Américains, j'ai beaucoup appris sur leur façon de prendre des risques. Ils n'ont pas peur de quitter leurs entreprises, pour autant ils n'ont pas de chômage. Donc ils ont une façon de gérer le risque qui n'a rien à voir et qui est beaucoup plus ouverte. Ça m'a aidé. D'ailleurs, je ne dis pas que je suis une Américaine, mais là-dessus, je pense que j'ai définitivement pas un comportement français. Donc, comment on se pousse un petit peu, on n'attend pas que tout soit aussi de cocher toutes les cases pour soit aller voir ailleurs, soit prendre une autre position, soit se proposer. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on apprend des Américains. Leur capacité à être aussi beaucoup plus rapidement dans l'action. Ça, c'est quelque chose, typiquement, qui m'a beaucoup inspiré quand j'étais avec des Américains. Alors, je n'ai pas tout pris, hein, comme à chaque fois. J'ai été inspirée par d'autres pays et d'autres personnes que j'ai côtoyées. Alors, j'ai géré depuis plus de 15 ans toutes les nationalités. Je crois que je n'ai pas fait le tour du monde, mais soit j'ai été dans des équipes où j'ai managé à peu près toutes les grosses nationalités, indiens, chinois, mexicains. Donc, j'ai vraiment été balayée large. Je dirais il y a deux pays, parce que je fais la différence entre les dirigeants politiques et les pays en question. Et j'étais beaucoup inspirée aussi en Chine et en Russie. Euh, Mhm. Leur capacité à avoir faim. Par exemple, c'est à chaque fois que j'ai eu des équipes dans ces pays-là, c'était des vraies éponges. C'était, j'ai donné des cours à l'université de Shanghai avec des gens qui prenaient des notes. Je pense qu'ils ont à peu près pris toutes les notes, toutes les observations qu'ils pouvaient prendre. En Russie, j'ai lancé des choses où je lançais des idées, ils rebondissaient. C'est-à-dire cette capacité à avoir faim parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils sont poussés par le fait de soit ils sont poussés par l'environnement économique, ils sont poussés par la compétition à l'intérieur des pays qui est énorme, ils sont poussés par plein de choses. Mais je pense que il nous manque et il manque de temps en temps dans nos pays qui sont plus confortables. Je l'ai retrouvé aussi cette fin en Thaïlande ou dans des pays comme ça où les salariés sont beaucoup plus en demande ils sont pas en train, quand on veut leur apporter quelque chose, une formation quoi aux caisses, ils sont pas ils écoutent, ils achètent pas tout, mais il y a quelque chose qui est de l'ordre de, si elle m'apprend quelque chose et que ça peut me faire grandir à la fois professionnellement dans la société, je prends. Où on est beaucoup plus sceptique. Donc il y a des choses comme ça où moi j'essaie au contact d'autres cultures, j'essaie de prendre ce qu'il y a de bon et de combiner ça avec ma propre culture à moi. Ça a été comme ça que j'ai jalonné ma vie professionnelle jusqu'à maintenant. D'accord, super. Tu recommandes donc, j'imagine, les expériences à l'international pour quiconque? Ouais. Ouais. Je recommande oui, à condition que les gens ne le fassent pas pour cocher une case. Parce que j'ai connu, alors à contrario, j'ai connu, sans citer les noms, une ou deux personnes, par exemple, qui sont allées faire des expatriations à 4 ou 5 ans dans des pays sans apprendre la langue, en cochant la case de je suis parti en expat dans tel ou tel pays. Donc oui, ils sont partis en expatriation, ils n'ont pas appris la langue, ils sont restés entre des expatriés. Donc à la fin, oui, ils sont partis vivre à l'autre bout de la planète, mais est-ce que c'est pas ça ce que j'appelle l'exposition culturelle? Vous pouvez très bien ne jamais être expatrié, être beaucoup plus curieux culturellement que quelqu'un qui est parti 5 ans aux États-Unis, mais qui n'a jamais fait l'effort de s'imprégner dans la culture américaine, par exemple. Et il y en a quand même beaucoup qui font ça. Ouais, super, super, effectivement, un super conseil. C'est aussi le choix qu'on avait fait avec mon épouse. C'était mon épouse ou ma copine? Bon, c'était mon épouse. On était partis en Chine et on avait le choix entre aller dans un camp d'expatriés tout confortable avec des Italiens, des Américains, etc., ou vivre avec les Chinois. Et on a préféré le second parce que l'expérience est bien plus riche. Effectivement, il faut faire l'effort de rentrer, essayer de comprendre un peu la culture, à parler la langue, etc. Et c'est vraiment comme ça qu'on apprend beaucoup plus. Et oui, sinon, il vaut peut-être mieux rester en France et puis aller faire deux, trois visites en Chine et on est peut-être plus exposé Exactement. ou tout autre pays. Ouais, super. Euh, Il y a un point qui m'intéresse, c'est tu as un parcours où tu progresses rapidement. Rapidement, tu as des responsabilités élevées et qui dit responsabilité élevée dit aussi charge élevée. Ça, c'est pas vrai, on ne fait pas les 35 heures ou quelques fois par semaine en tout cas sinon. Quand on est dirigeant, comment tu fais pour avoir une vie sociale, peut-être t'occuper aussi de ta fille, etc.
Alors, je dirais qu'il y a 2 étapes. Pour moi, il y a l'étape jusqu'à 35-40 ans, si je regarde mon parcours, où très clairement, et à l'intérieur de cette, il y a on va dire 3 étapes. Il y a l'étape avant d'être maman, il y a l'étape 35-40 ans, et puis il y a l'étape d'aujourd'hui. Alors déjà, avant d'être parent, j'ai été en production, etc. Là, oui, les 35 heures, je les faisais en 3 jours, quoi. Et encore, de temps en temps en 2. Je pense que de temps en temps, il faut savoir faire ça aussi dans sa carrière. Moi, je ne regrette pas. Je ne dis pas que j'aurais fait ça avec des triplés, hein, mais en tout cas, il y a un moment donné, si on veut apprendre, il faut être là au moment où on doit apprendre et pas commencer à regarder. Et c'est un petit peu, je pense, la jeune génération qui nous regarde. Je dis pas que évidemment, c'est pas inspirant de se dire. Je vois des entreprises aujourd'hui qui disent nous, faut bosser beaucoup. Oui, bosser 70 heures par semaine. Il y a plein de gens qui n'ont plus envie de faire ça. Mais je pense que savoir bosser 70 heures par semaine de temps en temps sur certains projets, sur une certaine période, parce qu'il y a beaucoup à faire et beaucoup à apprendre, ça, il faut savoir le faire. Et ça, moi, j'ai su le faire. Et ça m'a aidé à progresser. La deuxième étape, ça m'a aidé à travailler vite parce que j'avais pas envie de continuer à faire ça. Et en fait, quand vous êtes sur ces différents projets, différentes missions, etc., vous apprenez aussi à travailler rapidement. Et ça m'a aidé dans la deuxième partie qui était la Karine Vinardi qui a des responsabilités mais qui est maman et qui doit composer. Mon mari étant dirigeant, je n'avais pas un mari à la maison qui m'attendait. Par contre, mais moi, j'étais celle qui voyageait plus que lui. Il fallait quand même qu'on s'organise. Donc, mais là, j'avais acquis cette rapidité qui fait que je pense que je travaille plus rapidement que la moyenne. Mais pareil, je suis allée dans l'automobile, je me suis donné les moyens d'apprendre à travailler vite. Donc, je travaillais beaucoup, mais moins que certains parce que j'avais cette rapidité. Et surtout, j'avais des incontournables. Par exemple, quand j'ai été maman, le moment où j'allais chercher ma fille, quand j'étais pas en déplacement, entre 17h jusqu'à 20h30 où j'allais la coucher, c'était un moment pour elle. Après, je savais reprendre mon PC, je savais faire ce que j'avais à faire. Mais vis-à-vis, par exemple, c'est une période où j'ai été chez PSA, quand ma fille était toute petite, et j'avais un dirigeant qui est en retraite largement à l'époque, mais on en a reparlé avec lui, donc sans dire son nom, je ne trahis pas quelque chose que je n'ai pas évoqué avec lui, qui terrorisait vraiment tout le monde. Et tout le monde m'avait dit, mais c'est pas possible, tu pourras jamais travailler avec ce gars-là, ça va être l'enfer. Et alors moi, assez rapidement, j'avais pas peur de me faire virer, mais je lui avais mis les choses au point. Je lui ai dit, écoute, tu peux m'appeler quand tu veux, mais quand je suis à mon bureau, à Sochaux, parce qu'à l'époque, mon bureau était à Sochaux, et que je m'occupe de ma fille, ce qui est quand même pas tous les jours, entre 17h et 20h30, c'est pour elle. Sauf si PSA brûle, sauf si voilà, mais c'est pour elle. Et j'ai été ferme 2-3 fois. Par contre, si après, voilà, ça m'est arrivé de répondre à des appels à 23h parce qu'il y avait besoin, et il faut juste, mon expérience à moi, c'est qu'il faut apprendre à travailler vite, mais il faut aussi se mettre des moments où il y a des choses qui ne sont pas négociables. C'est comme ça et c'est pas autrement. Et puis les gens, en fait, le font assez rapidement. Si vous avez le courage de faire ça, les gens respectent. Mais ils vont respecter ça si vous donnez par ailleurs. C'est du donnant-donnant. Vous avez le droit d'exiger. Je pense qu'aujourd'hui, certains, je ne suis pas une critique parce que je pense que nos jeunes nous apprennent énormément de choses, mais je pense que pour les jeunes qui nous regardent, le donnant-donnant, c'est quelque chose qu'ils doivent avoir en tête. On ne peut pas exiger toujours sans rien donner. Donc moi, j'ai donné, mais j'ai donné quand on me donnait. Voilà. Oh, super, super, excellent. On touche à un point, tu as mentionné le courage d'aller voir quelqu'un d'exigeant qui terrorise plein de gens et de lui dire, écoute, moi quand je suis à Sochaux, entre 17h et 20h30, tu m'appelles pas, sauf crise majeure. Tu risquais quand même des choses. Tu risquais potentiellement de te faire mal voir, voire même jusqu'à te faire virer. De manière plus générale, plus on monte dans les responsabilités et plus le risque de se faire virer, pas juste parce qu'on a contrarié le chef, mais simplement parce qu'on n'est plus aligné avec la politique ou toute autre chose, il est de plus en plus grand. Comment toi tu gères cette prise de risque par rapport à ta carrière et quel conseil tu aurais là-dessus? Alors, et tu as effectivement pointé quelque chose d'assez important, c'est quand on est, plus on progresse dans l'organisation et encore plus quand on a des valeurs
et qu'on n'est pas prêt à avaler toutes les couleurs, parce que ça, c'est aussi deux éléments importants qui nous rassemblent certainement tous les deux. C'est pas le si, c'est quand. Alors, soit je pense qu'il y a se faire virer ou partir, partir sans avoir le job d'après. Le CEO de Michelin a annoncé, pas récemment, qu'il s'était déjà fait virer deux fois. Donc, il y a plein de PDG qui ont vécu cette expérience-là. Donc, déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est pas l'apanage d'être mauvais. Ça arrive quasiment à tout le monde. La deuxième, c'est que ça peut m'arriver. Alors, c'est un risque que pour moi, c'est un risque fort. Donc, il est toujours là quelque part. À partir du moment où on est dirigeant, il faut accepter ce risque. Donc, il y a deux choses que je fais pour que je puisse gérer ce risque le mieux possible. La première, et je sais qu'on en a déjà parlé, c'est d'être libre. Avec mon mari, on est tous les deux, on travaille, on n'a pas nos dépenses indexées sur 2 salaires, mais sur un salaire. J'ai envie de dire, quand on a un surplus, et on en a forcément, on se fait des voyages, on fait des choses, on se fait plaisir. Je dis pas qu'on se fait pas plaisir, mais les dépenses fixes de notre vie, notre loyer, etc., c'est pas indexé sur nos 2 salaires, mais sur un seul salaire. Et ça nous donne la liberté de se dire que s'il arrive quelque chose à l'un des deux, parce que maintenant, en plus, avec les périodes de chômage, même quand on est cadre ou pas, les périodes de chômage, dès qu'on a un licenciement, ils tiennent en compte les indemnités avant de. Donc, même le chômage n'est pas un élément qu'on va toucher tout de suite. Et en tout cas, je compte pas là-dessus non plus. Donc, c'est le premier point. Donc, la liberté, se donner la liberté de ne pas avoir le fil à la patte, pour que quand ça arrive, on ne le prenne pas comme « oh là là, il faut absolument que je retrouve un job demain matin parce qu'il faut faire bouillir la marmite ». Excuse-moi, si tu sais retenir ton deuxième point, j'aimerais faire une petite pause là sur ce point spécifique. Je pense qu'il y a plein de gens qui doivent se dire « non mais attends, t'es gentil, 2 cadres dirigeants qui gagnent super bien leur vie, c'est facile, moi aussi si je gagnais autant qu'eux, je pourrais faire la même chose ». Je pense que le message de Karine là-dedans, c'est de dire quels que soient vos revenus, à partir du moment où vous avez de quoi vous nourrir, à chaque fois que vous aurez la possibilité d'épargner une partie et de ne pas vivre exactement à vos moyens, mais en dessous, vous vous amenez une petite partie de liberté parce que ça vous permettra sur le long terme de pouvoir être moins dépendant. Et ce que dit Karine, c'est à un moment donné, si on a un problème d'alignement de valeurs, en tant que dirigeant ou toute personne, si à un moment donné on n'est pas bien parce qu'on vous demande de faire des choses qui sont contraires à vos valeurs, vous avez le souhait parfois de partir. Mais quand on a besoin de manger, la décision est parfois difficile. Et c'est pour ça que, quels que soient vos revenus, essayez d'en garder une petite partie pour être capable de subsister un peu plus longtemps et de gagner cette liberté. Je voulais juste mettre ça parce que je pense qu'il y a peut-être des réactions vives qui pourraient… Tu as raison. Alors, 2 choses. Déjà, je me l'applique depuis que j'ai commencé à travailler. Donc, ça veut dire que je n'ai pas toujours été cadre dirigeante. La deuxième, c'est que j'ai des gens autour de moi, et notamment mes beaux-parents, qui se sont appliqués et qui sont des gens tout à fait simples. Je pense qu'il y a aujourd'hui, et je donne des leçons à personne, il y a des gens qui vont se retrouver tout seuls dans la vie, que ce soit homme ou femme, à élever des enfants. Là, j'exclus cette situation-là, où effectivement, on a moins de liberté de temps en temps dans la vie pour plein de raisons. Ça, j'exclus cette situation-là. Mais remettons les choses dans leur contexte. Aujourd'hui, tout le monde veut acheter sa maison, veut acheter une maison formatée comme ça. Moi, j'ai encore la chance d'avoir eu mes grands-parents. Ils ont acheté une maison quand ils étaient en retraite. Vous pouvez être locataire. Il y a plein de choses. En fait, les gens aujourd'hui se cachent derrière j'ai acheté ma maison, je me suis mis un prêt, etc. Mais en fait, ce que je dis là, j'ai des voisins, j'ai des gens autour de moi qui sont des opérateurs, des techniciens, parce que j'habite dans une petite ville près d'Aix-en-Provence où il y a une belle mixité sociale, qui appliquent ce que je dis là, et qui se sont pas mis des très gros prêts, et qui ont fait en sorte de se dire, tous les mois, effectivement, ils mettent pas un salaire. Ce que je vous ai dit, c'est que nous, c'est ce qu'on a un peu fait pour tordre pour être dans cette situation-là, parce que notre risque est fort. Mais le risque peut être plus faible chez des opérateurs ou des techniciens, mais pour autant se garder cette petite liberté de se dire attends, on cale pas tout, parce que sur 2 salaires, parce que même si on a ces 2 salaires,
il y a plein de gens autour de moi qui ont cette approche. Donc, je prétends pas avoir inventé un concept. Par contre, ce concept-là, il aide les gens à se sentir libres. Le deuxième chose que tu m'as retenu, donc je peux le dire, c'est de développer toujours ses compétences. Moi, j'apprends. Je sais que ça fait partie des questions que tu as encore à me poser, mais j'apprends et je suis curieuse. Et la deuxième chose qui fait qu'on n'a pas peur de se faire virer, c'est qu'on est bankable, comme on dit en anglais. C'est-à-dire qu'on va retrouver un job. Et en fait, pour retrouver un job quand on se fait virer, il faut avoir continué à progresser, à avoir développé les compétences dont on a besoin. Donc, il ne faut pas être dans son job comme ça, laisser passer le train de l'environnement, le digital, le lean, la multiculturalité, enfin tout ce que le monde a besoin aujourd'hui, et se dire, le jour où je vais me faire virer, j'apprendrai tout ça. Non, c'est quand vous êtes en poste, et du coup, si un jour vous devez soit vous quitter une entreprise parce que vous n'êtes plus aligné, soit vous êtes remercié parce que économique, tout ce qu'on veut, vos compétences se valorisent et vous pouvez retrouver. Donc, je dirais que c'est les deux éléments qui, moi, font que c'est jamais des situations agréables quand ça arrive, mais j'ai pas peur de cette situation-là. Et ça, c'est déjà pas mal. Top, top, j'adore. Il y a rien de mieux que d'avoir la liberté de pouvoir partir quand on n'est plus aligné avec le contexte ou qu'on a besoin simplement de le faire. Et ce que tu dis, c'est s'acheter la liberté, se la construire, même si ça peut être dur et c'est au détriment peut-être d'un bien-être immédiat. Et l'autre, c'est de toujours apprendre pour maintenir une valeur sur le marché de l'emploi et s'assurer qu'on sache rebondir si besoin était. Top. Tu as plus de 40 ans et tu te décides de faire un PhD et d'écrire des livres. Pourquoi? C'est vrai. Alors, j'ai écrit mon premier livre. Il est sorti en 2013. J'avais 40 ans. Et depuis, alors sans le vouloir, je me suis rendu compte de ça il y a pas très... Tous les 3 ans, j'ai fait un truc en plus de mon travail. Donc, premier livre en 2013, deuxième livre. C'était quoi le nom du livre? C'est celui sur Ocean Canary ou... Alors, le premier livre, c'était un peu le Lean, Stop ou encore. C'était mon premier livre. C'était le titre que je voulais. C'est pas le titre qu'a choisi mon éditeur, mais c'était le titre que je voulais. Le deuxième, en 2016, donc 43 ans, c'était sur l'efficacité des équipes multiculturelles. 2019, donc 3 ans après, j'ai fait ma thèse, donc mon PhD. Et en 2023, là, j'ai loupé un créneau, 4 ans, là. J'ai sorti mon 3e livre, cette fois-ci en anglais, et 2024, il va sortir en allemand. Donc, oui, tous les 3 ans, j'ai eu... Alors, déjà, j'ai fait mon doctorat à 46 ans. Comme quoi, on peut faire un doctorat pas après les études, avec validation des acquis d'expérience. Donc, on peut faire aussi un doctorat par validation des acquis d'expérience. Donc, thèse, tout ce qu'on veut, mais ça se fait. Alors, les livres, pour revenir à ta question, les livres, c'était plusieurs choses. La première, c'était un défi. C'est une éditrice qui m'a mis au défi. Donc, c'est parti un peu comme ça. C'est pas parti, Karine. Je me suis pas levée un matin. À 40 ans, je me trouvais un peu jeune, très honnêtement, pour écrire un livre. Mais j'ai une éditrice qui cherchait un auteur pour écrire sur le lean, mais pas un livre qui servait la soupe du lean en disant c'est super, c'est génial, mais quelqu'un qui était capable de mettre un peu de critique. Et non seulement j'avais envie d'écrire ce genre de livre, mais en plus j'étais une femme et il y a très très peu de femmes dans le monde de l'excellence opérationnelle. Donc en fait, elle m'a mis un challenge que j'ai relevé à l'époque. Donc mon premier livre, c'était un challenge qui était très, très difficile. Après, pourquoi j'ai continué à écrire et pourquoi je continuerai, et je pense qu'il y en aura certainement un 4e un jour. Ça oblige à prendre du recul sur les sujets qu'on partage, parce que écrire, c'est quand même un acte personnel qui nécessite une grosse prise de recul, qui nécessite d'approfondir, qui nécessite de partager sans filtre. Alors, j'aime beaucoup cet exercice-là parce qu'il y a des PDG, des fois, qui m'ont lu. Et en fait, quand ils lisent votre livre, ils ne peuvent pas vous couper. Ce n'est pas comme une conversation. Donc, ils ont lu tout. Ils n'ont peut-être pas tout aimé, on va dire, mais ils ont tout lu. Donc, ils ne peuvent pas dire qu'ils n'ont pas entendu le message. Et le 3e truc, c'est... je pense que j'aime bien partager. Quand j'ai dit j'aime bien les gens, c'est que je pense que
dans le management, je fais pas ça pour l'argent parce que très honnêtement, les livres professionnels, c'est pas là-dessus. Je gagnerai jamais ma vie. Mais je pense qu'il y a de l'ordre de partager son expérience. J'aime beaucoup, je lis beaucoup. Donc j'aime bien lire et notamment j'aime bien les gens qui partagent leurs expériences. Donc j'essaie aussi de partager la mienne au travers de mes livres. Donc ça, c'est plutôt ce qui a motivé les livres. Le doctorat, c'est autre chose. Le doctorat, c'est j'avais écrit des livres. Je connaissais très bien l'Université de technologie de Compiègne parce que je travaillais avec eux. C'est eux qui m'ont envoyé en 2016 en Chine pour donner des cours en supply chain. Et il y a Benoît Hénard que je connais bien, avec qui j'ai fait des conférences à l'UTC de Compiègne, qui m'a un jour qui m'a dit mais tu sais qu'avec tes livres, avec ton expérience, tu devrais pouvoir prétendre à une thèse en validation des acquis d'expérience. Je ne savais pas du tout ce que c'était. Alors effectivement, c'est une thèse qui se prépare, mais contrairement à un étudiant qui fait sa thèse après ses études, donc ingénieur ou pas, DEA ou pas, et qui fait sa thèse, quand on fait son doctorat et qu'on n'a pas d'expérience, on fait ce qu'on appelle une thèse. On part d'hypothèses et on va vérifier que ces hypothèses fonctionnent dans la pratique. Donc c'est ce qu'on appelle de l'hypothético-déductif. Moi, j'ai fait une thèse et on appelle ça de l'empirico-inductif. C'est-à-dire que je suis partie de mon expérience sur un sujet proprement dit et je suis remontée à la science. Et en fait, j'ai construit ma thèse parce que dans les deux sens, quand vous présentez une thèse, vous devez présenter la synthèse de ce travail-là, c'est-à-dire c'est quoi vos hypothèses, comment vous avez vérifié, etc. C'est ça, quand vous faites un doctorat, il y a une démarche scientifique assez poussée. Mais elle ne se fait pas pareil quand on est en validation des acquis d'expérience que quand elle est. Mais je suis passée devant un jury de thèse, etc. Et là, j'ai trouvé l'exercice très, très intéressant. Parce que je pense qu'il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de ponts entre les scientifiques, les académiques et les professionnels. Parce que en ayant fait cette thèse, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de gens qui avaient écrit sur des sujets qu'en entreprise, on n'a aucune idée qu'il y a des publications scientifiques qui existent. Donc, ça m'a donné l'occasion de faire ça. Ça m'a donné l'occasion de me remettre un petit peu en situation de comment travailler scientifique, parce que un doctorat, une pensée scientifique, c'est une façon de penser particulière. Et en R&D, ça fait 4 ans que je gère la R&D chez Target, je gère des doctorants, je gère des gens qui ont un doctorat. Il faut quand même parler leur langue et leur façon de penser et leur façon de se structurer. Donc, pour ça, c'était un vrai challenge. Je suis assez fière. On est visiblement moins d'une centaine par an en France tous les ans à faire un doctorat. Et alors, le dernier sujet, c'est que je l'ai fait avec l'UTC et la Sorbonne, parce qu'en fait, dans ma thèse, il y avait une partie qui n'était pas purement technique. Donc ça, c'était aussi sympa parce que j'avais pas une thèse. J'avais une thèse qui était une partie technique et une partie un peu sur la partie culturelle, un peu sociologique, je dirais. Donc ça, c'était aussi passionnant. Oh, super, merci beaucoup. On approche de la fin parce qu'il nous reste peu de temps et je sais que ton temps est précieux. Est-ce que tu as un ou quelques secrets pour avoir une vie épanouissante, une vie professionnelle, j'entends épanouissante? Aimer ce qu'on fait, ça c'est assez clair. Je pense que c'est le premier. Moi j'aime ce que je fais depuis 27 ans. Moi, le deuxième élément, mais c'est personnel, ne pas s'asseoir sur ses valeurs et ses convictions. Je pense que pas une fois depuis que je travaille, je n'ai renié mes valeurs et mes convictions. Ça, je pense que c'est important aussi. Et le troisième, à chaque fois, j'ai dit ce que j'ai fait ce que j'ai dit. Donc, j'essaie l'exemplarité de l'incarner. Je ne sais pas tout, donc j'essaie d'avoir de l'humilité. Et puis, je suis curieuse. Donc, du coup, j'aime apprendre. Donc, et je pense que, voilà, quand on aime apprendre dans une carrière professionnelle, on a toujours... pour moi, une carrière professionnelle, elle se confronte pas. Il y a plein de gens et j'ai rencontré pas mal de gens dans ma vie. Je les respecte, hein, qui me disent "Ah non, mais tu sais, à mon âge, on ne changera pas." Et je sais pas qui. Enfin, en tout cas, ça résonne pas chez moi, quoi. Je pense pas. On se change pas complètement, mais si à un moment donné dans sa vie, on se dit qu'on n'a plus du tout envie d'évoluer, c'est rédhibitoire, pas seulement professionnellement, hein, c'est rédhibitoire tout court. Voilà. Donc, en tout cas, c'est pas moi. D'accord, super. Merci.
On arrive, j'ai quelques questions rapides. Oui, Certaines, tu les as peut-être déjà adressées, enfin tu les as déjà adressées, mais en une phrase, quel oui. conseil tu donnerais à un débutant pour sa carrière? Pareil, toujours dans le contexte carrière, si tu en avais un parmi les nombreux que tu as Alors, déjà distillés. les anciens, ce ne sont pas des vieux schnocks, ça c'est pour les débutants. Donc, allez chercher des choses chez les anciens et écouter, observer. C'est les conseils que je donnerais à des jeunes. Le reste, Super. donnez-nous votre jeunesse et votre fraîcheur, ça, voilà. Mais observez, écoutez, et il y a quelque chose de bien à prendre chez ceux qui ont de l'expérience. D'accord. Et donc le pendant pour le conseil pour des gens qui seraient en cours de carrière? Allez chercher ce que les jeunes ont à donner. C'est-à-dire que moi, j'ai plus de temps, mais pendant longtemps, j'ai donné des cours et j'étais toujours surprise des questions des étudiants, de la façon. C'est-à-dire qu'il faut aller aussi chercher chez la jeunesse l'évolution de la société. D'accord. Tu disais que tu lisais beaucoup. Est-ce que tu as un livre à recommander? Tu en avais un. Alors, à part les miens, bien sûr, je dirais un livre qui m'a marqué, c'est Nos raisons de vivre de Viktor Frankl. C'est sur la logothérapie. C'est quelqu'un qui a travaillé sur la thérapie du sens, qui avait été dans les camps, qui était resté en Allemagne alors qu'il aurait pu fuir aux États-Unis. C'est un livre, je pense, dont les principes sont transposables dans le monde professionnel. C'est un livre sur le sens. Viktor Frankl, ouais. D'accord, ouais. Je crois que c'est A Man's Search for Meaning or something like Oui, this en en anglais. français, c'est D'accord, Nos raisons de super. vivre. Voilà. Non, mais c'est très bien que tu l'aies dit en français puisque le podcast est en français, ce sera plus approprié. Merci. Comment on peut te suivre? LinkedIn, c'est le plus simple. LinkedIn? Ouais, c'est le plus simple. D'accord, ça marche. Est-ce que tu as une citation que tu aimes bien? Il y en a une qui m'incarne bien, c'est I am the master of my fate, the captain of my soul. C'est pas Mandela, si tu connais cette citation, c'est William Ernest Henley. Et c'est quelqu'un qui a dit cette citation alors qu'il venait d'être amputé d'un pied. Mhm. J'ai eu un gros accident de voiture dans ma vie, j'avais 20 ans. Et ce que j'aime bien, je suis le maître de mon destin, le capitaine de mon âme, c'est il y a plein de choses qui nous arrivent dans la vie, qu'on contrôle ou pas. Mais en tout cas, il n'y a personne d'autre que nous qui pouvons décider comment on y réagit. Et il y a vraiment ça derrière, I am the master of my fate, the captain of my soul. Donc ça, c'est le motto que j'aime par-dessus tout, ouais. Bon, c'est trop beau. Ça me donne envie de terminer sur ça. Je voulais te remercier chaleureusement pour ton temps, pour pareil, la générosité dans tes conseils, dans la belle expérience dont tu nous as fait un peu part là, avec ces différents conseils. Vraiment, merci beaucoup. Je mettrai en lien, si ça te va, les références de tes livres, de ton profil LinkedIn aussi. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite? Qu'est-ce que tu peux me souhaiter? D'avoir une carrière. Alors en fait, j'ai encore des belles années à travailler. Qu'elle soit aussi épanouissante et stimulante personnellement et professionnellement que celles qui viennent de passer. Avec une famille en bonne santé à mes côtés. Voilà, c'est tout ce que je me souhaite. Et, Je te et je le te souhaite souhaite, la je même me joins à chose toi. aussi. Je te souhaite beaucoup de succès également. Merci beaucoup, Karine. Bravo, vous avez écouté ce podcast jusqu'au bout. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre une note 5 étoiles ou un pouce vers le haut, à partager et à commenter. Si vous voulez d'autres contenus intéressants, n'hésitez pas à aller voir ma chaîne YouTube All You Need to Lead ou mon profil LinkedIn Jafar Tabi dans lequel je partage aussi quelques idées qui pourraient vous intéresser. À bientôt.